Non mais ça va, ça va. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ici à Nantes, au bar-restaurant Canopée. Aujourd'hui on accueille Claire Benveniste, bienvenue, et Simon bonjour Claire, à mes côtés pour animer cet épisode. Claire, tu es experte en assainissement eau-hygiène, tu as travaillé dans des bureaux d'études, à l'Agence française de développement, dans un grand groupe et également dans des ONG en tant que salarié. C'est le thème de la bretelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être ingénieur en ONG? Claire va nous aider à répondre à cette question. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à vous. Pour commencer, merci de me recevoir. J'ai fait des études d'ingénieur en hydraulique à l'école de Grenoble, qui s'appelait encore hydraulique et mécanique de Grenoble à l'époque et qui s'appelle maintenant l'ENSE Cube. J'ai fait des stages un premier stage en labo de recherche dans un labo de glaciologie à Grenoble pour vérifier que je ne voulais pas faire de la recherche. Et c'était un peu l'intuition que j'avais, ça s'est confirmé, même si c'était très intéressant. Okay. Et puis ensuite, j'ai fait un stage chez Veolia à Nantes en eau potable et chez ISL, un bureau d'études en hydraulique fluviale. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière en bureau d'études à Paris, chez Prologue Ingénierie, où j'ai fait l'hydraulique urbaine et fluviale. Des sujets qui étaient très intéressants. Mais j'avais une attirance pour l'international depuis longtemps. J'avais fait mes études notamment en Erasmus au Danemark. Okay. Et j'avais une attirance pour les pays du Sud, qu'on dit, ou pays en voie de développement. Et donc j'étais allée en vacances au Togo pendant que j'habitais à Paris pour vérifier si c'était une intuition à suivre ou pas. Et ça s'est confirmé, et du coup je suis partie au Cambodge pendant 2 ans. J'ai travaillé dans un premier temps pendant 6 mois pour l'Agence française de développement. C'était une expérience particulièrement riche parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur le pays, sur le Cambodge, et sur les enjeux de développement dans ce pays-là, mais aussi plus largement. Okay. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour un bureau d'études créé par des Américains d'Ingénieurs sans frontières, qui s'appelle Advancing Engineering Consultants. Ils avaient une antenne au Cambodge et une en Indonésie. Au Cambodge, le cœur de métier, c'était le génie civil, la construction, et en Indonésie, plus l'énergie. Et du coup, ils m'ont recruté pour créer la division eau et assainissement. Tu les as rencontrés sur place Je les ai rencontrés sur place, oui. J'ai fait une candidature spontanée. Ils m'ont dit, comme des Américains, « Your CV looks great ». Alors je me suis dit « Waouh !» Yes. On dirait jamais en France. Et puis après, j'ai compris que en français, ça se dit « Votre CV est intéressant et pas génial ». Mais et ça a commencé comme ça. C'était chouette parce que c'était une petite équipe. Le chef américain était jeune et me laissait beaucoup d'autonomie. J'ai appris à faire de la prospection commerciale, à identifier des potentiels clients, à répondre à des appels d'offres, etc. À la fois pour des ONG, puis pour des bailleurs de fonds tels que l'UNICEF, l'Agence française de développement aussi. D'accord. Au Cambodge, je suis restée 2 ans. Et dans cette entreprise-là, alors 2 ans, mais plus 1 an et demi à temps plein. Puis les 6 premiers mois, je faisais 1 jour par semaine. Okay. Et au bout de 2 ans, en fait, je suis rentrée en France pendant 1 an à Nanterre. En fait, il y avait Suez Consulting, ou anciennement Safej, qui travaille au Cambodge depuis très longtemps, notamment sur les questions d'eau potable. Et j'avais eu vent d'une opportunité au siège à Nanterre, au sein de la direction internationale. Okay. Donc je les ai rejoints et là j'étais dans la direction commerciale, donc je répondais aux appels d'offres internationaux en Asie et en Afrique notamment, toujours dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Donc ça m'a permis de découvrir vraiment les différents types de projets financés par ces bailleurs de fonds internationaux, de bien comprendre les mécanismes de financement, etc. Mais tu avais quand même un rôle commercial à ce moment-là aussi. Je faisais pas tellement de prospection de nouveaux clients, par exemple. Okay. Après, j'étais parfois en échange avec des partenaires, d'autres bureaux d'études avec qui on se mettait en partenariat, ou des ONG. C'est arrivé que ce soit des ONG que je connaissais du Cambodge, par exemple. Mais c'était vraiment de la réponse à appel d'offres pure. Ce que je trouvais du coup un petit peu frustrant, parce que qu'on gagne ou pas l'appel d'offres, on ne travaillait pas sur le projet ensuite. Ouais. Puis le terrain me manquait un peu beaucoup. Donc pendant cette année-là, j'étais partie pendant 1 semaine en Irak avec Aquassistance, qui est l'association de solidarité de Suez. Ça veut dire que c'est soit des salariés ou des retraités de Suez qui partent sur leur congé bénévolement, et pour faire une mission d'expertise sur l'évacuation des eaux grises dans un camp de réfugiés, de déplacés,
irakiens. Okay. Pour moi, c'était aussi une façon de voir si je voulais faire plutôt de l'urgence ou rester dans le développement. Donc ça, c'était une mission d'urgence que tu as Ouais, fait c'était un mois. plutôt... Alors là, c'était vraiment ponctuel, c'était une semaine, donc c'était de l'expertise. Donc t'as pas le temps de voir beaucoup de choses. Mais on a été accueillis sur place par une ONG qui s'appelle Première Urgence Internationale et qui fait de l'urgence, comme son nom l'indique. Et du coup, ça permettait quand même d'avoir un aperçu des conditions de vie et de travail des salariés qui nous ont accueillis. Et pour moi, ça a été assez rédhibitoire pour la suite, quoi. Parce que ça voulait dire que tu travailles et tu vis H24 avec les mêmes personnes. Et ouais, pour moi, c'est un peu trop, ouais. C'est intense, ouais. Donc ça a conforté un peu cette intuition-là. Et après Suez? En fait, j'avais demandé un congé de solidarité à Suez, qui est une sorte de congé sabbatique, sauf que tu continues à cumuler ton ancienneté. Il me semble que tu es obligé de retrouver le poste que tu avais en partant. Et c'est un congé de 6 mois maximum que tu peux demander en une fois ou plusieurs fois. Et il me l'avait accordé pour 4 mois et demi. Donc je suis partie avec une ONG qui s'appelle OEVI, une ONG française qui travaille dans les bidonvilles pour améliorer les conditions de vie via l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets, l'hygiène et la lutte anti-incendie. Donc je suis partie au début sur place et en fait au bout de 2 mois il y a eu un attentat de l'État islamique qui fait qu'on a été rapatriés pendant 2 mois en France. Là c'était en quel pays? Au Bangladesh. Ouais, c'était dans la capitale. Et j'ai choisi en rentrant de quitter Suez pour pouvoir continuer ensuite plus longuement avec OEVI. J'ai passé 3 ans et demi avec OEVI. Avec des postes différents Pas mal de postes différents. Une évolution au sein de l'ONG. Ouais, c'était beaucoup des créations de postes. En gros, j'ai fait 2 fois 1 an sur le terrain au Bangladesh. Et j'ai à la fois appuyé l'équipe sur les services existants, notamment d'eau potable, pour optimiser un peu les choses, apporter un appui technique, mettre en place un système d'information géographique. Et on avait travaillé aussi sur les conditions de sécurité des employés, notamment sur les ouvrages en hauteur. Et puis le gros du sujet, c'était de créer des services d'assainissement. D'abord d'accès à des toilettes. Et donc la première année, on a fait un projet pilote, donc à petite échelle. Quand je suis partie, on a terminé la construction d'un bloc sanitaire avec des douches, des toilettes, des urinoirs, etc. D'accord. Et c'était vraiment un processus en collaboration avec les habitants et les autorités locales aussi. Et ensuite, j'ai fait 1 an au siège à Nantes, où j'ai eu un double poste. À la fois, j'étais référente sur plusieurs sujets, donc ça veut dire que j'étais chargée de donner un appui méthodologique sur le recrutement aussi des équipes. Et puis en suivi de projet aussi. Et d'autre part, j'étais responsable de secteur Philippines, ce qui veut dire que je supervisais la personne qui était responsable des équipes aux Philippines. Ça, c'était jusqu'à quand? Les dates, je ne sais plus, mais c'était pendant 1 an. Et ensuite, pendant cette période-là, on a réussi à lever des fonds importants pour l'ONG pour donner suite au projet pilote d'assainissement au Bangladesh. Donc dans ce cadre-là, je suis repartie sur place pour passer à l'échelle ce projet à l'ensemble du quartier. Et du coup, là, c'était un poste de chef de projet sur place, avec recrutement, formation de l'équipe, mise en place des process. D'accord, donc là, on en arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis entre 2 postes. Je vais prendre un nouveau poste la semaine prochaine dans une autre ONG qui s'appelle SEV et qui travaille toujours dans l'eau potable et l'assainissement, mais cette fois-ci en Afrique. Encore un emploi en ONG. Je pense qu'on est beaucoup, en tant qu'étudiants, c'était notre cas, je pense. Penser ONG égale bénévolat. On a constaté qu'en France, dans les associations de solidarité internationale, ça représente quand même, je crois, 51 000 emplois, d'après Coordination Sud. Et dans ces 51 000 emplois, plus de 70% de salariés. C'est la preuve que du coup, il y a clairement des emplois dans les ONG. Si on peut faire un peu un point sur ce qu'est une ONG, donc c'est une association à but non lucratif, qui a une indépendance financière, une indépendance politique et une notion d'intérêt public. Ça, je pense, c'est un point central dans l'ONG. Peut-être qu'on peut parler rapidement des différents types d'ONG. Tu en as parlé un peu entre développement et urgence. Dans les ONG humanitaires. Peut-être entre ces deux types d'ONG humanitaires. Oui, tout d'abord, je reviens juste à ce que tu disais au début sur le fait qu'effectivement, on peut penser qu'une ONG, c'est plutôt des bénévoles. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup
d'associations qui sont énormément basées sur l'appui de bénévoles. En fait, à l'étranger, par exemple au Cambodge, moi quand j'étais arrivée sur place, j'ai essayé de faire du bénévolat, parce que je faisais du bénévolat au Resto du Cœur à Paris à Miami. Ça marchait pas. Et pas très bien, non. Les gens, non, du coup les gens s'en fichaient complètement de si tu venais ou pas. Enfin, ça avait pas de poids. Okay. Et donc ils sont tous salariés au sein des ONG locales? Beaucoup, ouais. Beaucoup. Okay. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des. Il peut y avoir par exemple des médecins ou quoi qui viennent en mission sur leur congé, ça arrive. Mais en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup moins systématique que chez nous. Ok. Voilà. Et du coup, la différence entre ONG humanitaire en urgence et en développement, du coup, tu as pu tester les deux? Ce que je peux dire, c'est qu'historiquement, de ce que je comprends, l'humanitaire, que ce soit, c'était plutôt de l'urgence au début, mais c'était beaucoup aussi du bénévolat, de ce que je comprends. C'était pas forcément des postes salariés. Et ça s'est professionnalisé petit à petit. Aussi parce qu'on se rend vite compte sur place que la bonne volonté et l'argent, mais ça suffit pas du tout pour développer des solutions qui soient durables. Il y a beaucoup cette vision de aider, de solidarité et des fois presque de fraternité, enfin de paternité. On s'en rend compte petit à petit qu'il y a en fait un historique un peu colonialiste, quoi, et qui peut ressortir même encore aujourd'hui dans certaines démarches. Il y a des quand les Occidentaux vont à l'étranger et se rendent sur place. Ouais. C'est ça. C'est aider. Voilà, c'est des gens qui sont là que pour être aidés. Ouais. Et il y a un peu le syndrome du sauveur blanc qui vient tout régler sur place. Okay. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, heureusement, qui évolue, mais qui est assez dérangeant. Comment tu définirais l'ONG humanitaire de développement comparé à l'urgence, par exemple? Il y a quand même une situation de crise. Ouais, je dirais qu'en termes de structure, c'est le même type de structure, donc de statut administratif, on va dire. Après, c'est plus sur le type de mission et de contexte. L'urgence, c'est vraiment dans un pays en crise, c'est-à-dire soit il y a eu un conflit, une catastrophe naturelle par exemple, ou une épidémie. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des mesures très très rapidement parce que les jours sont comptés. Le développement, c'est plus sur des enjeux de plus long terme, où du coup là, les enjeux, c'est de développer des solutions durables et du coup de prendre le temps aussi de réfléchir à les construire ensemble. Ce qu'on peut pas se permettre de faire quand il y a eu un tremblement de terre, par exemple, on va pas passer 2 mois à faire une étude ou 6 mois à faire une étude et à réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des pays qui rejettent la balle aux ONG et qui du coup se disent les ONG vont le faire? Bien sûr, il y a un risque que les alors je connais pas les détails parce que j'ai que travaillé dans ce genre de contexte. Mais le risque, oui, c'est que les ONG fassent des choses à la place du gouvernement. Maintenant, heureusement qu'elles sont là aussi, notamment dans les situations d'urgence. Et l'idée de plus en plus, c'est de faire du renforcement de capacité, on dit, ou du transfert de compétences aux autorités locales. Voilà, c'est vraiment former, transmettre les savoirs, mais pas de façon purement descendante, quoi. Pour être sûr que ce soit... S'adapter, échanger, et après trouver... la meilleure façon pour construire un projet et le transmettre aussi. C'est ça, et se retirer petit à petit. Et vraiment avoir en tête qu'il faut se retirer, quoi. Je serais curieux de savoir un peu comment fonctionne de manière financière une ONG. Il y a plusieurs types de financement, des financements publics, comme l'Agence française de développement, mais aussi les métropoles, les régions. Et alors, je suis pas spécialiste sur la question des financements, mais il me semble que c'est plutôt dans le cadre d'appels à projets. En tout cas, il y a des dossiers à compléter, etc. Des procédures à suivre pour un montant défini. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu étais parti avec la fondation, je sais pas si c'était une fondation de Suez, ou l'organisme de Suez. C'est l'association de solidarité Suez. Et donc, il y a beaucoup de grands groupes ou de groupes qui ont leur... Sous cette forme, pas forcément, mais Veolia a une fondation. Je sais qu'on avait eu, je pense, un appui d'Artelia aussi, enfin d'experts d'Artelia, qui ont aussi une fondation. Mais c'est souvent... C'est intéressant peut-être pour mettre un pied dans l'ONG quand on est dans une entreprise et voir si ça nous plaît ou pas. Toi, c'est ce que tu as pu faire du coup avec l'urgence en l'occurrence, mais c'est intéressant de savoir que ça existe ce type de... Oui, et le congé de solidarité, alors moi j'ai carrément quitté l'entreprise, mais c'est pas forcément comme ça que ça se termine. Ouais, c'est une possibilité. Ça peut être, je pose 2 semaines de congé de solidarité. Alors, tu peux les avoir que si c'est pour une mission à l'étranger de solidarité internationale. Mais ça peut être aussi une façon de tester un peu la chose ou juste d'aller voir une fois. Alors, on a un peu débroussaillé le chemin sur qu'est-ce qu'une ONG. J'espère que ça aura éclairé nos auditeurs. Comment est vu le rôle de l'ingénieur au sein des ONG? Est-ce que l'expertise technique de l'ingénieur est recherchée? Je dirais...
Ça dépend aussi du projet, si c'est de l'urgence ou pas, etc. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il n'y a pas que des compétences techniques qui sont attendues. Alors, ça dépend. Après, il y a différents types de postes et puis de besoins. Il y a parfois des besoins effectivement très techniques. Ça peut arriver de faire appel justement à des experts qui sont en poste à ce moment-là pour ça. Okay. Mais pas seulement, ça peut être des employés. Moi, ça n'a pas été mon cas. Généralement, tu as besoin aussi d'avoir une capacité d'écoute qui est importante et d'adaptation pour bien comprendre le contexte dans lequel tu te situes, pour développer des solutions adaptées et pour que la technique soit au service de l'usager et pas le contraire. Parce qu'il y a eu plein de projets développés depuis la France, par exemple, des techniques très abouties, même qui coûtaient pas trop cher, des innovations techniques. Ensuite, on les met sur le terrain. Voilà. Et puis en fait, sur le terrain, ça n'a pas de sens. Parce que ça a été développé justement en France et pas sur le terrain et pas adapté à la situation. De façon déconnectée du terrain. Au mieux, ça n'a pas d'impact. Au pire, ça peut avoir des impacts négatifs qu'on n'a pas imaginé. C'est pas le but. Ouais, donc c'est vraiment cette démarche de développement. Et puis, alors d'urgence, c'est un peu différent, mais en tout cas, le développement, c'est de construire. T'es obligé de construire avec les personnes que tu vises et les partenaires locaux des solutions. Sinon, t'es à peu près sûr de te planter, quoi. Comment tu avais candidaté du coup en ONG? Est-ce que c'est dur de trouver des postes d'ingénieur en ONG? Quand j'ai contacté OEVI, ils cherchaient pas les offres d'emploi qu'il y avait sur leur site, c'était pas des profils d'ingénieurs. Et quand j'ai frappé à leur porte, ils m'ont dit super. Donc des fois, faut aussi peut-être on peut provoquer l'opportunité. Spontané finalement. Ouais, ça peut. C'est d'urgence. Est-ce que c'est souvent plus du CDD? Je pense que l'urgence c'est plus du CDD parce que c'est des missions qui sont plus courtes généralement, parce que c'est très intense. Et c'est de ce que je comprends en tout cas, c'est souvent une alternance entre des missions très intenses sur le terrain, des quelques mois sur place, enfin en France pour souffler. Et d'après ce qu'on m'a dit, le salaire aussi est un peu plus élevé sur des missions d'urgence parce qu'ils tiennent compte du fait que quand tu rentres, tu as besoin de quelques mois pour te remettre, quoi. Il y a des postes au siège aussi. Ah oui, à distance du coup. Comme tu as pu le faire plutôt chez OEVI à la fin notamment. Oui. En fait, c'est vraiment deux types de postes. C'est à la fois soit sur le terrain, vraiment dans le feu de l'action, la mise en place des projets, des infrastructures, etc. Ou alors au siège où tu as des rôles de coordination, de partage des connaissances et des bonnes pratiques, de capitalisation, de communication aussi. C'est ce que j'ai compétences diverses. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve plus ma place en tout cas pour l'instant dans des ONG, c'est que il n'y a pas du tout que la technique, ça touche à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de relationnel aussi, tu es à l'interface entre à la fois les personnes qui bénéficient du projet. Là, moi, c'était des habitants de bidonville. T'es en contact avec l'équipe sur place en France, les partenaires techniques, les partenaires financiers, les autorités locales sur place. On avait des échanges avec la municipalité, enfin la métropole, avec les ministères aussi. Ça donne accès aussi à des réseaux de partage de connaissances, des conférences, etc. Et c'est très riche, quoi. Si on fait une petite comparaison entreprise, parfois on peut être amené à bosser dans une entreprise et finalement se rendre compte que ces valeurs ne collent pas à l'entreprise, on s'y sent pas bien. Est-ce que ça peut exister en ONG? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu as déjà eu des collègues ou des connaissances qui finalement ne se sont pas sentis bien avec l'équipe ou dans l'ONG? Oui, ça peut arriver, bien sûr, ouais. Il peut y avoir des problèmes d'entente dans l'équipe, etc. En ONG aussi bien qu'en entreprise. En ONG, il y a peut-être le côté où tu as plus d'affect, peut-être plus facilement, parce que tu touches, des populations en difficulté. Et du coup, on y met peut-être plus que ce qu'on devrait. Il y a aussi une question, comme on est dans des contextes un peu, on est inhabituels, on est loin de chez soi, on est loin de ses proches. Et du coup, garder une frontière entre sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est plus compliqué. En urgence, encore plus. Là, je vous disais, vous vivez carrément avec vos collègues. Donc là, c'est impossible, je pense. Mais même en développement, c'est pas forcément simple. T'as pas commencé directement en ONG à la sortie de ton diplôme. T'as commencé par une expérience en bureau d'études. Est-ce que tu penses que cette expérience t'a aidé et a été utile pour toi dans ton projet? Et est-ce que tu penses qu'on peut travailler en ONG dès la sortie de l'école?
J'ai pas travaillé en ONG tout de suite parce que déjà je connaissais pas tellement ce milieu-là. C'est vrai qu'on n'en parle pas en école en fait finalement. Non, moi on m'avait parlé de bureau d'études et d'EDF et de labo de recherche. Donc voilà, je suis allée un peu par là. Si on m'avait parlé de l'Agence française de développement qui proposait des stages et des volontariats internationaux, les volontariats j'ai découvert après, finalement ça s'est pas fait, mais des stages, c'est sûr que j'aurais postulé, mais je savais pas. C'est un profil qui est un peu atypique. Alors il y en a d'autres qui ont fait du bureau d'études et des ONG, mais il y en a pas tant que ça, et je pense que ça en fait aussi une force aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on doit travailler sur des sujets assez techniques, je sais où sont mes limites. Je sais qu'il y a des sujets où, là, on a besoin d'un bureau d'études et d'ingénieurs qui savent vraiment faire des modélisations. La frontière entre vos propres compétences et externaliser. C'est ça. Pour avoir cherché sur les études, je voulais savoir s'il y avait vraiment des études qui étaient faites pour finalement travailler en ONG. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des universités et des écoles qui développaient ça de plus en plus, plutôt axé sur le développement international. Ouais. Tu avais connaissance de ça à l'époque ou ça n'existait pas Non. Non, moi je connais. Autour de moi, il n'y a personne qui faisait du développement international ou de l'humanitaire, donc c'était vraiment quelque chose qui m'était inconnu. Est-ce que c'est des compétences selon toi qui s'apprennent en école, les compétences que tu as développées aujourd'hui et qui sont nécessaires au métier que tu fais? Ou est-ce que selon toi, une école d'ingénieur par exemple, comme tu l'as vécu, t'as apporté certaines compétences et après t'as appris le reste sur le terrain? Ouais, après je pense, alors c'est une bonne question. Effectivement, il y a aussi une école qui s'appelle Bioforce à Lyon qui là c'est vraiment dédié plus à l'urgence de ce que je comprends au monde humanitaire. Moi je pense après ça dépend aussi de ta personnalité. Il y a des choses moi qui sont intuitives pour moi, d'autres moins. Faut aimer le relationnel, ça c'est certain. Faut pouvoir écouter et pas être que en mode je t'explique. Dans les compétences nécessaires, du coup, tu mets aussi la langue, forcément. Ouais. L'anglais est sûrement indispensable, mais est-ce que tu essayes d'avoir un minimum de base pour échanger avec les locaux ou des... Oui, alors tout le monde ne le fait pas. Moi, j'adore apprendre les langues, donc je suis très contente de prendre des cours de langue dès que j'arrive. C'est ce que j'ai fait, que ce soit au Cambodge ou au Bangladesh. Et en plus, je trouve que ça change vraiment le rapport qu'on a avec du coup, c'était peut-être plus accepté aussi. T'es plus accepté. Tu fais l'effort et tu montres que... Pour moi, il y a aussi une question même tout bêtement de sécurité, où quand t'es dans la pampa, si tu parles pas un mot de la langue... tu peux pas communiquer. C'est plus compliqué. Donc moi aussi, c'est pas pour ça que je le faisais, mais il y a aussi ce côté-là où ça me rassurait de pouvoir un peu détendre l'atmosphère. Et puis, c'est souvent beaucoup apprécié. Pour revenir sur l'évolution de ton poste au sein des ONG, donc t'as commencé sur des postes plutôt techniques. Par exemple chez OEVI, après tu as évolué au fur et à mesure pour atteindre peut-être des postes qui ont plus une portée sur la gestion de projet dans son ensemble et des compétences plus managériales. On pourrait comparer ça à une évolution de carrière d'un ingénieur classique dans une boîte privée. Est-ce que c'est toujours le cas? Toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as préféré? Moi, j'aime bien faire un peu les deux. À la fin, j'étais chef de projet sur lequel j'étais sur place et en appui sur le même type de sujet. Je crois que c'était l'idéal. Est-ce qu'on peut rentrer directement dans une ONG à des postes qui sont peut-être pas techniques? Je pense que ça dépend. Alors, ça dépend de ce que tu as fait avant, bien sûr. Mais je pense que pour être responsable de projet depuis la France, ou en appui depuis la France, c'est toujours mieux d'avoir vu le terrain avant. Ce sera beaucoup plus facile en plus pour toi d'appuyer les gens sur place. Je fais même une petite pause, moi. Ouais, on vient explorer le thème de l'ingénieur en ONG avec une petite question. Alors, la pire anecdote, moment frayeur que tu aies eu en voyage? Il y a eu un tremblement de terre à Bali, ça c'était pas très fun. Est-ce que c'est un frein sur ton envie d'aller travailler sur place, de vivre longtemps à l'étranger, surtout dans ces pays plus hostiles? Ouais, alors c'est effectivement très différent et c'est ce qui pour moi en tout cas était très particulièrement stimulant. Je dirais que c'est ce que je disais souvent et notamment du Bangladesh, c'est-à-dire que c'est très intense pour le meilleur comme pour le pire. Au départ, t'arrives et tout est nouveau, que ce soit le climat, l'alimentation, tes repères, où est-ce que je vais acheter une table, une chaise, c'est rien en France, mais des fois ça peut paraître, tu te dis oh là là. Donc il y a toute cette phase-là, une phase d'adaptation, et d'un autre côté, on rencontre aussi des gens, et notamment des expatriés, beaucoup plus vite que quand tu arrives dans une nouvelle ville en France où tu connais personne. Travailler en tant qu'expat dans une ONG, c'est peut-être pas le métier qui peut coller à tout le monde et qui correspond à tout le monde.
Est-ce que tu as eu des connaissances qui l'ont vraiment mal vécu sur place? Oui, déjà il y a des personnes qui supportent pas forcément de vivre dans des contextes pareils, parce que c'est déjà ne serait-ce que par rapport à la chaleur, l'alimentation, les moustiques, enfin il y a plein de raisons de pas avoir envie ou de pas être en mesure de s'adapter. Des fois ça va être l'éloignement de ses proches, des fois ça va bien 1 an ou quelques mois, mais au bout d'un moment non. Donc ce que je peux recommander, c'est d'essayer d'aller faire un séjour assez bref. Pour voir comment on se sent. De quelques semaines pour sentir un peu les choses. Quel voyage t'as préféré ou quel pays d'un point de vue culturel personnellement t'as apprécié et pourquoi? Le Bangladesh, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai vu des spectacles de danse qui étaient particulièrement fascinants, des festivals aussi. Il y a des minorités ethniques, notamment des hindous. J'ai été des fois, en plus par hasard, au milieu de festival, où tu te retrouves sur une rivière, mais avec des bateaux de partout. Il y a des couleurs dans tous les sens. Enfin, c'est assez incroyable. Quand même. Surtout en ce moment, on peut pas voyager. Oui, en ce moment, ouais. Ça donne envie. Il y a un point que j'aimerais aborder. Moi, peut-être un cliché que tu pourrais soit casser, soit confirmer. Le salaire d'un ingénieur ONG. Dans ma tête, il est plus bas, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Quelqu'un d'entreprise, par exemple? Ouais. Alors ça peut être le cas et c'est pas forcément le cas. Ça dépend déjà de ce que tu fais en entreprise. Oui. Dans l'ingénierie en environnement, t'es pas très bien payé, surtout si tu fais du bureau d'études. Et ce qui fait que de toute façon, t'es pas très bien payé par rapport à un ingénieur informatique ou autre. Je considère que c'est pas parce que tu travailles pour des gens ou des pays qui sont dans le besoin, entre guillemets, ou qui sont en difficulté, que tu dois avoir un niveau de compétence et donc de rémunération inférieur, au contraire. Personnellement, non, j'ai pas baissé de salaire. Au début, si, mais ensuite, non, j'ai retrouvé un même salaire, voire plus supérieur. Ouais. Et j'avais une autre question. Est-ce que toi, t'as d'abord commencé en privé, donc avec ton bureau d'études, t'as beaucoup travaillé en ONG. Est-ce que tu penses que ce serait facile aujourd'hui de retourner en privé? Est-ce que c'est facile à valoriser dans l'entreprise? Est-ce que ça peut faire peur qu'il y ait des années et des années de travail en ONG à l'étranger? J'ai fait quand même 6 ans et demi 6 ans dans le privé et 3 ans et demi en ONG. Non, je pense que je pourrais retourner dans le privé, pas n'importe où, ni dans n'importe quel contexte. Je pense que j'aurais besoin d'un endroit où il y a pas mal de flexibilité, je pense. Peut-être sur des sujets aussi d'innovation. Par exemple, il y a des choses à faire sur les toilettes sèches parce qu'on ne pourra pas éternellement tirer la chasse d'eau potable avec le changement climatique. Donc là, il va y avoir des changements à faire à la fois technologiques et puis d'acceptation sociale. Je pense de plus en plus qu'on a beaucoup de choses à apprendre des leçons qu'on peut tirer dans les pays qu'on dit moins développés pour innover de façon plus pertinente et plus rapide chez nous dans le cadre de la crise sanitaire, du changement climatique. On va remercier Canopé Restaurant pour nous avoir accueillis. On espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup Claire d'être venue témoigner sur ce sujet de l'ingénieur en ONG. J'espère que ça en aura inspiré certains. À la prochaine. Salut.